Très bien, donc c'est à moi l'honneur, et la lourde tâche, la lourde responsabilité d'assumer la présidence de cette, dernière, séance de l'après-midi, qui nous ramène à la littérature. Je dirais simplement qu'une des questions qu'on a rencontrées déjà, tout à l'heure, c'est peut-être la question de la motivation, de la nature de la motivation du féminicide. On a rencontré avec, Lucie Nisard, la motivation passionnelle, hein, dont on sait, à quel point elle a fait les beaux jours, des discours de presse, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, hein, où on évoquait régulièrement, pour parler d'un féminicide, un crime passionnel. Et on a vu comment le naturalisme, modifiait cette motivation en la basculant du côté d'un dérèglement de la psyché, d'une pulsion, plus forte. Hem et il me semble que dans les questions, qui viennent d'aborder dans la session, portant davantage sur des questions juridiques, on a rencontré, notamment, incidemment, la motivation de l'alcool, hein, et qui peut tendre à déresponsabiliser finalement, l'auteur du féminicide puisqu'il était sous l'emprise, hein, c'est une expression consacrée dans la presse, sous l'emprise de qui ferait qu'il n'était plus lui-même en fait, hein, quand il agissait, puisqu'il était sous l'emprise de quelque chose de plus fort. Donc il me semble que ça, c'est quand même, dès qu'on se met à raconter une histoire, que ce soit au théâtre ou dans la littérature, la question de la motivation des actions, des raisons d'agir, hein, est toujours première, puisque c'est ce qui structure le récit, qui fait qu'on va passer du point A au point B pour aboutir au point C. Et donc, il me semble qu'en abordant donc maintenant la littérature, on se trouve confronté à cette motivation qui est importante à la fois, bien sûr, en termes de raison d'agir, de justification passionnelle, psychique, etc., de morale. On retrouve bien sûr là aussi la question du récit de cas, hein, dont on sait à quel point le récit de cas, aussi bien dans la casuistique, en théologie, que dans le domaine juridique, il est une structuration du récit, hein, notamment réaliste. Mais il me semble aussi qu'on va s'orienter vers des questions un peu de narratologie, puisque la motivation, comme Genette l'avait montré, hein, c'est bien sûr, ou bien Karl-Heinz Stirler, hein, c'est aussi ce qui fait que les événements s'enchaînent. Alors pour aborder ces questions, je vais tout d'abord donner la parole à Arthur Segar, qui est doctorant à New York University, et qui va nous parler des chants de Maldoror avec une communication au titre évocateur, la grâce suave des coups de jeune fille sous le couperet, le féminicide dans les chants de Maldoror. Donc Arthur, c'est à vous. Pour 20 minutes, et attention, je serai absolument impitoyable. Parfait. Alors, est-ce que tout le monde voit bien mon diaporama? Oui, Alors, très bien. merci. Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci aux organisatrices et aux organisateurs d'avoir rendu ce colloque possible et de me permettre de parler du féminicide dans les Champs de Maldoror. Les Champs de Maldoror, c'est un texte qui est très lié à mes différents projets de recherche et notamment à ma thèse qui va discuter les notions de monstre et de monstruosité. Mais c'est un texte sur lequel je travaille de façon assez rare puisqu'il est très difficile à commenter. Euh, En fait, il s'agit d'un texte assez unique dans la littérature mondiale. Tout d'abord, on est confronté au problème de la forme. L'auteur qualifie son texte de chant, qu'il divise en strophes, certes très métaphoriques et très lyriques, mais tout de même narrative, chaque strophe étant un fragment de récit. Donc, même si le texte est souvent classé dans le genre poétique, il emprunte en fait beaucoup à d'autres formes. Et au début du chant 6, par exemple, l'auteur fait explicitement référence à la forme romanesque. Mais en regardant ce passage de plus près, on voit que ce que l'auteur espère, c'est la consécration de ces théories acceptées par telle ou telle forme littéraire. Donc en fait, on est face à une écriture expérimentale qui cherche à inventer sa propre forme en s'affranchissant de toutes les limitations génériques préexistantes. Un autre point qui rend la lecture et surtout le commentaire des chants extrêmement difficile, c'est son rapport à l'ironie. On a une grande difficulté parfois, pour reprendre les termes du texte, de distinguer le bouffon du mélancolique, puisque c'est un texte, comme je l'ai dit, très poétique, très beau, qui opère presque à lui tout seul une révolution poétique dont les surréalistes seront fortement redevables 50 ans plus tard, mais c'est aussi un texte extrêmement ironique et moqueur, et qui pratique beaucoup la parodie.
il y a toute une partie du travail critique sur les chants de Maldoror qui a consisté à identifier les textes, souvent romantiques, de Byron, de Hugo, de Musset, de Lamartine, qui sont parodiés, parfois de façon assez méchante par Lautréamont. Si bien qu'en lisant les chants de Maldoror, on se retrouve souvent déstabilisé par une phrase très lyrique, très belle, mais en même temps très drôle, probablement parodique, qui suscite donc des émotions contradictoires, si bien que devoir interpréter ce genre de phrase, c'est souvent une tâche assez ingrate. Cela étant dit, et sachant donc que de par sa forme même, il est très difficile de tirer un fil narratif clair de ce texte, il raconte la vie et les actions de Maldoror, un génie du mal dont l'origine n'est pas tout à fait claire, mais qui éprouve une haine absolue pour l'humanité, ce qui le conduit à commettre les crimes les plus horribles, dont la torture et le meurtre. Tout au long des chants, il tue des adolescents, des chats, un archange et surtout des femmes. C'est donc sur ces meurtres de femmes que je vais m'attarder aujourd'hui en regroupant mes remarques en 3 temps. D'abord, je vais parler de la mise en scène des rapports de genre dans le texte et des représentations patriarcales qui font que ce sont d'abord les femmes et les enfants qui sont victimes de Maldoror. Je parlerai ensuite du male gaze et de l'écriture masculine de ce texte, particulièrement visible dans la très forte esthétisation des violences patriarcales. Et en conclusion, je m'interrogerai sur le statut de ces meurtres. Peut-on vraiment parler de féminicide dans la mesure où Maldoror semble diriger sa haine contre l'humanité entière? Pour commencer, une évidence. Euh, alors, excusez-moi, je dois afficher beaucoup d'extraits que je n'aurai pas le temps de lire, mais voilà, j'essaie de rendre les éléments les plus importants visibles en les mettant en couleur. Mais d'abord, une évidence, ce sont toujours des représentations sexistes ou patriarcales qui légitiment les violences de genre. Et justement, le texte joue beaucoup sur ces représentations patriarcales. Voici par exemple un extrait du 6e chant. Maldoror a choisi sa prochaine victime, un adolescent du nom de Mervyn, qui rentre chez lui. Son père et sa mère remarquent immédiatement que quelque chose ne va pas, quelque chose n'est pas normal. Leur fils semble souffrant et ils réagissent à la situation d'une façon très différente selon leur genre. La mère affectueuse fait preuve de douceur, entoure son fils de ses bras en pleurant, lui apporte un soutien essentiellement émotionnel, tandis que son père, qui est un ancien commodore, fait preuve d'autorité, donne des ordres à ses domestiques et à sa femme, et pense immédiatement à prendre les armes pour tuer celui qui menace son fils. Voilà, c'est une manifestation exemplaire d'une masculinité qu'on pourrait qualifier de nécropolitique, c'est-à-dire qui repose sur des techniques de violence et de mise à mort. C'est un mot qui a d'abord été utilisé par Achille Mbembe pour parler notamment du pouvoir colonial, et Paul Preciado l'a repris pour décrire également les violences de genre, en soulignant que la masculinité a été historiquement définie par l'usage de la violence et le pouvoir de mettre à mort. Et c'est vraiment ce qu'on trouve dans cet extrait des chants, qui n'est probablement pas dénué d'ironie, mais où le père est présenté comme soulevant un bras vigoureux et vengeur, et la mère est réduite à sa matrice, c'est-à-dire à son utérus, et donc à son rôle reproducteur. On peut trouver d'autres passages, dans d'autres passages de ce texte, cette division genrée de la violence et cette légitimation de la violence masculine. Dans le 5e chant, par exemple, Maldoror aperçoit un bousier géant, donc un scarabée, qui pousse une grosse boule devant lui, ainsi qu'un homme à tête de pélican. Donc je ne vous lis pas le texte en entier, mais on découvre que cette boule est en fait une femme. Les deux êtres qui dialoguent sont en fait deux frères qui ont été trahis par cette femme, et donc, au nom d'une certaine idée de la justice, le scarabée s'est vengé en faisant rouler le corps de la femme jusqu'à ce qu'il prenne la forme d'une sphère, alors que le pélican lui demande d'arrêter de s'acharner contre elle. Et en même temps, Maldoror remarque au-dessus de sa tête deux oiseaux, un vautour des agneaux, c'est-à-dire un gypaète, et un grand-duc de Virginie qui se battent dans les airs. Maldoror comprend qu'eux aussi, ils ont été trahis par la même femme, qui est une magicienne, et a transformé ces quatre anciens amants en animaux. Il s'adresse donc à eux et leur dit en substance, vous avez raison, cette femme vous a trompé et vous a fait souffrir, mais elle a subi un châtiment exemplaire, donc tout va bien, cessez de vous battre. Le féminicide est ici totalement légitimé, et on voit que le pardon du pélican ne paraît pas naturel à Maldoror. Ce qui lui semble naturel, c'est au contraire de punir cette femme. Et la conclusion de ce passage est aussi très éclairante.
4 existences de plus que l'on pouvait rayer du livre de la vie. Je m'arrachais un muscle entier dans le bras gauche car je ne savais plus ce que je faisais, tant je me trouvais ému devant cette quadruple infortune. Donc s'arracher un muscle entier, on est déjà sur une émotion assez forte, voilà, sur une forte compassion pour ces 4 hommes, mais il n'y a pas un mot de pitié pour la femme qui a été assassinée de façon cruelle. Et de plus, ce n'est pas n'importe quelle femme, puisqu'il s'agit d'une sorcière, et on sait que les premiers féminicides de masse, comme l'a souligné par exemple Silvia Federici, ce sont les chasses aux sorcières. Donc Lautréamont joue avec des représentations patriarcales, puisqu'on retrouve dans ces pages un écho de l'histoire du féminicide. Bien sûr, ces représentations sexistes, patriarcales et cette définition nécropolitique de la masculinité peuvent éclairer les crimes de Maldoror, qui n'assassinent pas que des femmes, mais aussi des jeunes garçons qui ont des caractères féminins. La première occurrence d'une violence sadique dans l'œuvre, donc dans le premier champ, est dirigée contre un enfant qui n'a rien sur la lèvre supérieure, donc prépubère, avec de beaux cheveux. Et la deuxième occurrence de cette violence, c'est un double meurtre dans un foyer paisible où Maldoror tue le fils et la mère, mais de façon intéressante, il épargne le père. Un peu plus loin, on a la rencontre de Maldoror avec une petite fille très mignonne, gracieuse, respectueuse, curieuse, innocente. Mais lorsque Maldoror se dit qu'elle deviendra comme les autres femmes, c'est-à-dire que son innocence disparaîtra, alors il menace de la tuer. On a cette contradiction. Maldoror, d'un côté, voue un culte à l'innocence et d'un autre, il veut la détruire. Cette contradiction n'est pas résolue dans l'œuvre, mais ce qui est clair, c'est la misogynie de Maldoror. Il n'aime pas les femmes, il ne se reconnaît pas dans les femmes. Oui, donc la citation du bas, il ne pense pas qu'elles soient de la même nature que lui. Et d'ailleurs, il n'y a pas que des scènes d'agression dans les Chants de Maldoror, il y a aussi des moments érotiques qui sont vécus par lui, soit avec des hommes, soit avec des animaux, comme la femelle du requin dans un passage assez mémorable, mais jamais il n'a ce genre de relation avec une femme. Je fais donc la transition vers mon deuxième point, en précisant que les Chants de Maldoror développent un male gaze, c'est-à-dire un regard masculin, une représentation objectifiante des femmes et de leur corps qui correspond à un désir masculin. On peut également dire que Lautréamont pratique une écriture masculine ou virile, puisque dans un autre texte de Lautréamont qu'il a signé de son nom de baptême Isidore Ducasse, il flétrit les grandes têtes molles de notre époque et attaque un certain nombre de grands noms de la littérature du XIXe siècle en les traitant de femmelettes et en qualifiant par exemple Sénancourt d'homme en jupon et George Sand d'hermaphrodite circoncis. Bref, ce qui est dit implicitement, c'est que leur écriture manque d'une certaine force virile et on retrouve la trace de cet idéal de virilité justement dans l'écriture des chants, puisque c'est un texte qui prend régulièrement le lecteur à partie et l'on se doute bien par certains points que le lecteur tel qu'imaginé par Lautréamont est censé être un homme, comme dans ce passage où il est conseillé au lecteur, s'il se sent mal, de manger les bras de sa mère ou à défaut ceux de sa sœur. Et là, une certaine compassion pour la victime est mise en scène. Je ne puis m'empêcher de plaindre son sort, mais c'est une compassion assez réduite et très certainement ironique. Nous verserons pour elle 2 larmes de plomb, ce sera tout. On trouve le même procédé d'annulation de toute compassion pour la femme dans un passage qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, puisqu'il est le plagiat d'un récit de féminicide paru dans le Figaro le 12 septembre 1868. C'est Jean-Jacques Lefrère qui a découvert ce plagiat, mais il faut noter que la pratique du plagiat n'est pas une chose particulièrement surprenante ou honteuse pour Lautréamont, puisqu'il écrivait dans Poésie 2, le plagiat est nécessaire, le progrès l'implique, il sert de près la phrase d'un auteur, se sert de ses expressions, efface une idée fausse, la remplace par l'idée juste. Donc voilà, le plagiat est une méthode d'écriture en fait pour Lautréamont. Et ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est la façon dont il ne modifie presque pas sa source, il ne remplace pas vraiment une idée fausse par l'idée juste, mais on remarque un ajout à la fin. Donc, pratiquement aucune modification de cette histoire d'un marin qui rentre de 13 mois de voyage pour retrouver sa femme en train d'accoucher. Sa femme l'a donc trompé. Le marin l'emmène alors sur les remparts de Saint-Malo en janvier. Elle lui obéit, elle prend froid et elle meurt.
Et à la fin, cet ajout de Lautréamont, mais ce n'était qu'une femme. Donc Lautréamont non seulement plagie un compte-rendu de féminicide dans la presse, qui est, donc la presse, on le sait, c'est l'un des grands lieux d'invisibilisation des violences patriarcales, encore aujourd'hui, quand on parle de drame familial ou de crimes passionnels dans les journaux, pour parler de violences conjugales ou de féminicide. Et donc, non seulement il recopie ce récit qui est entièrement raconté du point de vue du marin, mais il ajoute encore l'insulte à l'injure en concluant « ce n'était qu'une femme ». Et tout cela est d'autant plus violent, bien sûr, qu'il s'agit d'une histoire vraie. De plus, dans l'économie générale du texte, l'utilité de ce petit passage est tout à fait dérisoire. C'est dans la même strophe que la confrontation du pélican et du scarabée dont on parlait tout à l'heure. Et tout ce passage vise en fait à marquer l'étonnement et l'impassibilité du narrateur face à ce spectacle étrange d'un scarabée géant et d'un pélican. Et il dit « Moi qui suis un homme en présence d'un drame non moins grand, je ne sais si je conservais assez d'empire sur moi-même pour que les muscles de ma figure restassent immobiles. » Donc en fait, un féminicide réel est ramené ici au rang de simple figure de style, de simple point de comparaison. Et plus d'une fois, les violences patriarcales servent de métaphore à Lautréamont et sont ramenées à leur dimension esthétique. Un exemple, l'Éternel a créé le monde tel qu'il est. Il montrerait beaucoup de sagesse si, pendant le temps strictement nécessaire pour briser d'un coup de marteau la tête d'une femme, il oubliait sa majesté sidérale afin de nous révéler les mystères au milieu desquels notre existence étouffe comme un poisson au fond d'une barque. Cette image d'un féminicide brutal est donc détachée de toute problématique morale pour servir de simple comparaison de durée. Et juste en dessous, la conscience est allégorisée par une femme que Maldoror décapite. Donc dans les deux cas, le féminicide est objectifié pour devenir un pur objet stylistique. Donc malgré sa grande inventivité formelle, on voit que Lautréamont perpétue un male gaze et un regard sadique sur les violences patriarcales, un regard qui précisément prend un plaisir esthétique à la souffrance des femmes, avec bien sûr cette espèce d'amoralité ou d'antimoralité sadienne qui veut que plus un personnage est pur et innocent, plus il sera maltraité par le texte. C'est donc le principe de Justine ou les malheurs de la vertu de Sade, et on le retrouve pleinement dans une strophe du troisième chant, avec ce portrait d'une petite fille, l'innocence incarnée, qui est entourée d'amour, de fleurs, d'oiseaux, de soie, de dentelle, qui est pieuse, qui est heureuse, qui a toutes les qualités de l'âme et du corps. À la fin du portrait, Maldoror apparaît avec son bulldog. Vous devinerez ce qui arrive ensuite. Je ne vais pas reproduire le reste de cette strophe parce qu'elle est très graphique. Les souffrances de la petite fille sont détaillées sur plusieurs pages. Mais c'est un exemple parfait de ce qu'est le male gaze sadique de Maldoror. Donc, je laisse les plus curieuses et les plus curieux d'entre vous découvrir ce texte chez vous. Et je passe à mon dernier point, où je m'interroge sur la possible qualification de féminicide des crimes commis par Maldoror. Alors j'ai été très stimulé par le principe de ce colloque qui nous invite à relire certains textes du passé à travers cette notion relativement contemporaine de féminicide, une relecture d'œuvres du passé à travers une notion féministe qui de toute façon fait surgir des choses, fait surgir des aspects d'une œuvre passée parfois inaperçus, des aspects nouveaux et surprenants. Et pour les chants de Maldoror, si Gaston Bachelard avait déjà analysé en 1956 le rôle central de l'agression dans ce texte, je n'ai personnellement trouvé aucune publication traitant directement des violences de genre ou du féminicide dans les chants de Maldoror. Et pourtant, j'ai déjà cité un certain nombre d'exemples de violences de genre caractérisées et j'en ai encore quelques-unes en réserve. Il m'a semblé absolument incroyable, en relisant les chants pour préparer cette intervention, qu'une question si centrale, si évidente que la violence de genre dans les chants de Maldoror soit encore un angle mort des études ducassiennes. Pour autant, le terme féminicide est-il approprié pour parler des meurtres de femmes représentés dans ce texte? Diana Russell, non, Diana Russell elle est là, qui a déjà été citée plusieurs fois aujourd'hui, insiste sur le fait que le féminicide est l'assassinat de femmes par des hommes parce qu'elles sont des femmes, donc en raison de leur genre. Et de même que tous les meurtres d'Africains américains, par exemple, ne peuvent être qualifiés de meurtres racistes, certains le sont, d'autres non, tous les meurtres de femmes ne sont pas des féminicides. Si le genre de la victime n'a rien à voir avec les raisons du meurtre, il s'agit d'un simple homicide. Or, justement, Maldoror a ses raisons
pour assassiner des femmes qui ne sont pas, a priori, des raisons sexistes. En conclusion de la strophe qui met en scène Maldoror, son bulldog et la petite fille, la mère de la fille assassinée dit qu'elle plaint Maldoror parce que, s'il n'était pas fou, sa conduite honteuse devait couver une haine bien grande contre ses semblables. Ce ne serait donc pas la fille ou la femme comme autre, mais la femme comme semblable, comme appartenant comme lui à l'espèce humaine, que Maldoror déteste. Dans un autre passage, Maldoror dit que quand une femme à la voix de soprano émet ses notes vibrantes et mélodieuses, à l'audition de cette harmonie humaine, mes yeux se remplissent d'une flamme latente et lancent des étincelles douloureuses, tandis que dans mes oreilles semble retentir le tocsin de la canonnade. D'où peut venir cette répugnance profonde pour tout ce qui tient à l'homme? Il semble donc détester ce chant comme humain et non pas comme féminin. Maldoror serait-il plus misanthrope que misogyne? Puisqu'il semble ambitionner de détruire toute la race humaine, toute l'humanité, faudrait-il qualifier ces crimes d'anthropocide plutôt que de féminicide? Mais doit-on faire une totale confiance aux propos du meurtrier pour qualifier ou non son propre crime de féminicide? En effet, le sexisme comme réalité structurelle n'a pas forcément à être explicité pour être incorporé par lui et pour diriger ses gestes. Et en travaillant sur Maldoror et sur ses sources possibles, une autre figure de meurtrier a émergé, bien réelle celle-ci, celle de Pierre-François Lassner, condamné à mort en 1836 pour le double assassinat de Jean-François Chardon et de sa mère, la veuve Chardon. Lassner a acquis une image de dandy assassin, révolté contre la société, grâce à ses mémoires qu'il a rédigées en prison et que Hayao Umezawa a rapproché des Champs de Maldoror. Dans ce texte, en effet, l'assassin décrit le projet de son existence comme un duel avec la société. Et il trouve des accents ducassiens qui rappellent les Champs de Maldoror pour parler de son rejet en bloc de la société, de son application à devenir un génie du mal, de son mépris pour ses semblables, tout cela couronné tout de même d'une forme d'idéalisme et de l'espérance que sa révolte contre la société, contre une société injuste, aura tout de même des conséquences positives. Euh, donc Lassner, comme Maldoror, intègre ses crimes à un système élaboré, à un projet global qui n'a a priori rien de sexiste. Et pourtant, Lassner a tué une femme. Ce n'est pas sa première tentative de meurtre, il s'était attaqué à d'autres personnes, à des hommes, mais c'est sa seule tentative réussie. Euh, alors, même si son geste n'a pas été motivé par une idéologie sexiste, n'a-t-il pas, d'une certaine façon, tué cette femme parce que c'était une femme, parce que socialisée comme femme, elle était plus vulnérable et moins prête à se défendre? Est-ce vraiment un hasard si la colère de Lassner contre l'ensemble de la société s'est abattue sur une femme? Est-ce vraiment un hasard si Maldoror, détestant toute l'humanité, s'en prend presque exclusivement à des femmes? Même si le meurtrier ne professe pas explicitement d'idéologie sexiste, ne peut-on pas, dans ces deux cas, parler de féminicide? Je laisse volontairement la question ouverte, mais je remercie encore une fois les organisatrices et les organisateurs de m'avoir permis de la poser ici en ces termes. Arthur, merci beaucoup pour ce parcours à travers Maldoror et ces questions en suspens finalement qui nous restent. Je pense qu'on prendra le temps de la discussion après la seconde intervention. Il me semble que ce qui est très intéressant dans les Champs de Maldoror, c'est aussi pour ça que je parlais de la motivation, démotivation, c'est qu'on est face à un texte qui travaille toujours à démotiver, que ça soit par l'ironie, le jeu par rapport à ce que c'est que le roman, etc. Mais je pensais aussi, en vous écoutant et en lisant donc les passages que vous nous avez proposés, à l'esthétisation et peut-être à des clins d'yeux du côté de la peinture. Il y a des grandes représentations de féminicides très esthétiques chez Delacroix. Enfin, je pense à la mort de Sardanapale. Il me semble qu'on a tous en tête ces corps de femmes qui sont tués en même temps donc, que leur maître, à la mort de leur maître, enfin, en même temps d'ailleurs que tout le personnel du harem. Hein, mais il me semble qu'il y a une esthétisation de la mise à mort dans Maldoror. Enfin, et en même temps, ce qui m'a frappé, bien sûr, c'est quelque chose qui annonce Huysmans. C'est-à-dire que dans À rebours,
le personnage de Désé Sainte se plaît aussi à aller auprès d'adolescents, à les pervertir, à leur donner des idées ou à les emmener au bordel. Enfin, et je me suis dit, tout ça, c'est le Marquis de Sade quand même. Enfin, il me semble que le fil conducteur entre ces différents textes est sadien. Voilà. Donc, si vous avez une réponse à apporter à ces interrogations. Oui, oui, tout à fait. Enfin, très brièvement, en tout cas, c'est sûr qu'on on retrouve des traces de Maldoror tout au long du siècle. On peut faire remonter ses origines jusqu'à Sade. Et on peut aussi le mettre en dialogue, je pense, avec tout ce romantisme du crime dont on parlait ce matin, dont Aline Lebel nous parlait ce matin à propos de Carmen. Et toute cette esthétisation du crime qu'on trouve aussi beaucoup chez Baudelaire, avec cette valorisation du crime en fait pour lui-même. Et, et l'intérêt pour Baudelaire, par exemple, pour le texte de Thomas de Quincy, de l'assassinat comme un des beaux-arts, un petit peu cette façon de considérer le crime comme quelque chose d'esthétique qu'on retrouve pleinement dans les Chants de Maldoror et qui sera ensuite poussé peut-être encore plus loin dans certains textes décadents, en effet. Il y aurait toute une généalogie à faire de Sade jusqu'à la décadence. Oui, là, vous avez aussi le livre de Christine Marcandier, Crimes de sang. Enfin, je ne sais plus exactement quel est l'intitulé. Mais... Alors, je vais faire le relais des questions. Donc, une première question pour Arthur. Dans l'introduction, vous avez dit, alors qu'il y a une question de comptabilité. Vous avez dit qu'il y avait beaucoup de mentions de meurtres de femmes dans les Chants de Maldoror. Les avez-vous comptabilisées? Si c'est effectivement une proportion écrasante, est-ce que ce constat ne vous conduit pas à répondre qu'il s'agit bel et bien de féminicide plutôt que d'anthropocide? Alors, je ne les ai pas comptabilisés, mais en soi, cela pourrait être intéressant de faire un tableau qui comptabiliserait les différents crimes de Maldoror selon leur qualification, selon qu'on tue des femmes ou des enfants ou des personnages féminisés, ou bien des personnages virils, parce que ça arrive aussi que Maldoror se confronte à des personnages plus virils, qui sont notamment des anges envoyés par Dieu, puisque Maldoror a beaucoup de points communs avec la figure de Satan. Donc on a des moments de confrontation avec des anges et des archanges. Mais dans ce cas-là, c'est intéressant de voir la différence de traitement, puisque en effet, quand il tue une petite fille, il n'y a aucun moyen pour la petite fille de se défendre, alors que quand il se confronte à un archange, à un adversaire de sa taille, c'est tout à fait différent, et la bataille est beaucoup plus épique, et il n'y a pas du tout les mêmes implications. Pour autant, le fait qu'il y a une majorité de meurtres de femmes dans cette œuvre, je ne sais pas si c'est ça qui pourrait nous permettre de parler à coup sûr de féminicide, puisque la définition que j'ai choisie de Diana Russell, qui n'est peut-être pas la seule, qui n'est pas la seule définition de féminicide, mais c'est une définition qui n'est pas statistique, mais motivationnelle. C'est est-ce que on a tué cette femme parce que c'était une femme. Et, et comme vous le disiez, en effet, c'est un texte qui démotive sans cesse, et du coup, un texte qui est très contradictoire, qui donne plusieurs raisons différentes aux agissements de Maldoror, des raisons souvent contradictoires. Donc pour le coup, je dirais que c'est un petit peu indécidable. C'est pour ça aussi que j'ai laissé la question ouverte. Donc je vous ai donné les éléments, et chacun peut avoir aussi sa réponse selon vos convictions, selon votre définition du terme de féminicide. Alors, deuxième question. Au XIXe siècle, il me semble qu'il y a des cadres qui banalisent, voire, est-ce que j'ai bien mis, voire normalisent le meurtre d'un homme par un homme, la guerre, la bagarre liée au point d'honneur, voire les travaux d'Anne Marison. Le féminicide semble peut-être plus monstrueux parce que plus exceptionnel, voire gratuit, comme dans certaines des histoires de Maldoror. Qu'en pensez-vous? D'un côté, cela conforte l'hypothèse de l'anthropocide. De l'autre, les femmes deviennent des victimes de choix pour le misanthrope parce qu'elles sont femmes. Et peut-on voir dans Maldoror un avatar de la figure du tueur en série qui, dans l'imaginaire collectif, se donne des raisons symboliques de tuer, sachant cependant que cet imaginaire n'existe peut-être pas encore au moment de l'écriture des chants. Alors, il y a plusieurs choses dans cette question. Oui. En tout cas, c'est évident que le fait de s'attaquer à des personnages innocents, donc notamment des enfants et des petites filles très douces dont on surenchérit sur l'innocence, c'est évident que le but, c'est de maximiser le choc.
Et Mhm. voilà, la première fois que j'ai lu les fameuses pages dont je ne vous ai pas parlé aujourd'hui, c'est vrai que ça maximise le choc et que c'est aussi dans la recherche d'un effet très puissant de cette œuvre que c'est fait. Mais encore une fois, ça remonte à Sade, cette idée que la souffrance des innocents, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement scandaleux et pourtant ça existe dans la vie. Donc on remonte à une morale sadienne. Pour autant, encore une fois, je ne sais pas si ça permettrait de pencher plutôt vers le féminicide, puisque, pour me répéter un petit peu, c'est vraiment un texte contradictoire et qui démotive ses raisons, et notamment sur la guerre, c'est assez intéressant puisque on a des tirades dans les champs de Maldoror, une tirade aux mathématiques et une tirade à l'océan, donc deux grandes réalités un peu impersonnelles qui dépassent infiniment l'humanité. Et au sein de ces deux tirades-là, on a une référence à la guerre et aux violences entre les hommes, aux violences militaires, et cette idée que, euh, voilà, par exemple, le vieil océan est absolument indifférent aux batailles navales qui ont lieu sur lui, et que voilà, c'est lui qui a raison, et les hommes, finalement, ils s'entretuent pour des raisons stupides. Et donc, on a quand même cette critique ou cette dévalorisation de la guerre dans un texte par ailleurs extrêmement violent envers les plus innocents. Donc voilà, c'est très compliqué. Et donc, est-ce que Maldoror, justement, tue des innocents pour faire voir à l'humanité l'absurdité de sa propre conduite, ou est-ce que c'est des gestes absolument gratuits? Voilà, ça encore, c'est indécidable, puisque c'est un texte très riche, très contradictoire, très démotivant. Oui, sachant que chez Sade, c'est aussi des crimes contre Dieu. Enfin, tuer les Ouais. innocents, c'est voilà. Hein, Merci beaucoup et merci beaucoup à la fois pour cette modération et pour les deux communications qui ont été présentées et qui clôturent nos échanges d'aujourd'hui.